Bonjour tout le monde, c'est le moment d'enfiler le casque d'un véritable architecte de la croissance. Aujourd'hui, on s'attaque aux fondations même de la stratégie d'entreprise. C'est vraiment une compétence incontournable, surtout quand on veut cartonner dans le programme de la deuxième année de bac. Alors trêve de bavardage, on plonge directement dans le vif du sujet et on commence à poser nos premières briques. Au menu d'aujourd'hui, voici notre plan de construction. 1. Définition et indicateurs. 2. Croissance interne contre externe. 3. Les stratégies de spécialisation. 4. La stratégie de diversification. Et pour finir, 5. L'intégration et l'internationalisation. 5 piliers absolus pour vraiment tout comprendre. Allez, on attaque tout de suite avec la section 1, définition et indicateurs. Sur le papier, la définition académique de la croissance d'entreprise, c'est tout simplement un processus quantitatif d'augmentation de la taille, de la production et des dimensions globales. Mais au-delà des mots, pourquoi c'est si crucial? Eh bien, il suffit de penser au fameux concept de masse critique. Dans énormément de secteurs, atteindre une taille minimale, c'est littéralement une question de survie face à la concurrence. Si une petite structure s'en sort très bien dans les services de proximité, c'est une évidence, pour exister dans l'aéronautique ou l'industrie lourde, il faut avoir les épaules très larges. En clair, grandir, c'est souvent la seule façon de ne pas disparaître. Pour rendre tout ça un peu plus concret, prenons l'exemple de l'entreprise marocaine Dolidol. Toute grande expansion démarre toujours par une mission ultra claire et centrée sur le client. Depuis ses débuts, la mission de Dolidol est de, je cite, « garantir aux Marocains un confort et un bien-être exemplaires ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est vraiment la boussole qui guide chacune de leurs décisions stratégiques. Du coup, comment on mesure cette fameuse croissance ? On a d'un côté les grands classiques, les indicateurs quantitatifs, comme le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée ou la part de marché. Mais attention à ne pas oublier l'autre face de la pièce, les indicateurs qualitatifs. Par exemple, l'obtention de la certification ISO 9001 par Dolidol en 2008 est une preuve éclatante de son amélioration continue. Une belle image de marque ou un climat social au beau fixe, ce sont des signaux tout aussi puissants qu'un bilan financier qui explose. Et voici l'outil mathématique par excellence, le truc absolument indispensable à mémoriser pour l'examen, la formule du taux de croissance. C'est super logique en fait. On prend le chiffre d'affaires de l'année actuelle, on y soustrait celui de l'année précédente, on divise le résultat par ce même chiffre de l'année précédente et on multiplie le tout par 100. Ça nous donne un pourcentage net et direct pour évaluer la santé de la structure d'une année sur l'autre. On enchaîne avec la section 2, croissance interne versus croissance externe. C'est vrai ça. Comment une entreprise grandit-elle concrètement ? On a vu ce qu'était la croissance, mais comment on passe d'une petite PME locale à un géant absolu? C'est là qu'on bascule vraiment de la théorie à la pratique, du quoi vers le comment. En gros, on a deux grandes routes possibles. D'abord, la croissance interne, qu'on appelle aussi organique. Là, l'entreprise se développe par elle-même. Elle construit ses propres usines, elle recrute, elle innove en solo. L'avantage, on garde une indépendance totale et on préserve la culture d'entreprise. L'inconvénient, c'est plutôt lent. De l'autre côté, on a la croissance externe. Et là, on passe à la vitesse supérieure en rachetant ou en s'associant. C'est foudroyant pour capter de nouvelles parts de marché. D'un coup, on crée de super synergies. Mais attention, ça demande énormément de capitaux et le risque de choc culturel est bien réel. Observons un peu ce nombre. 110, c'est le nombre de camions que possède Dolidol. Et c'est l'illustration parfaite d'une croissance interne hyper robuste. Au lieu de racheter un réseau de livraison existant, ils ont construit leur propre flotte de A à Z. C'est une force logistique organique monumentale qui permet de livrer tout le pays de manière 100% indépendante. Côté croissance externe maintenant, on a plusieurs manœuvres tactiques. La première, c'est la fusion. C'est comme un vrai mariage d'affaires. Deux entreprises décident de fusionner leur patrimoine pour créer une toute nouvelle entité commune. On voit ça très souvent dans l'automobile, par exemple, quand deux constructeurs s'unissent pour peser plus lourd sur le marché mondial. Un peu moins doux que la fusion, l'absorption. Là, c'est la stratégie du grand requin. Une entreprise A avale purement et simplement une entreprise B. L'entreprise absorbée perd complètement son existence juridique et transfère la totalité de ses actifs. C'est une manœuvre très agressive, mais redoutablement efficace, super classique dans les télécoms pour s'implanter instantanément sur un nouveau réseau. Enfin, on a la prise de participation. L'idée ici, ce n'est pas juste de faire un placement financier passif. En acquérant entre 10 et 50% du capital d'une autre entité, on plante une véritable ancre stratégique. Ça permet de tisser des liens durables et de peser dans les grandes décisions sans pour autant intégrer l'intégralité de la structure. On avance bien. Section 3, les stratégies de spécialisation.
Quand on choisit de se spécialiser, on a 3 grandes cartes à jouer pour dominer le marché. D'abord, la domination par les coûts. L'objectif est d'écraser la concurrence avec des prix imbattables sur de gros volumes. Ensuite, la différenciation. On mise tout sur l'innovation ou le prestige pour offrir un produit perçu comme totalement unique. Et enfin, la focalisation ou stratégie de niche. On met tous ses efforts sur un segment de clientèle très précis pour y devenir le roi absolu. Le chiffre 45, ce sont les 45 années d'expérience d'Eau de Lidl. Et ça, c'est le secret ultime de la domination par les coûts. C'est ce qu'on appelle l'effet d'expérience. À force de produire la même chose pendant des décennies, on apprend, on optimise et le coût de fabrication unitaire chute drastiquement. C'est une barrière redoutable face à un petit nouveau qui débarquerait de nulle part sur le marché. Passons maintenant à l'exact opposé. Section 4, la stratégie de diversification. La diversification, c'est s'engager sur de nouveaux terrains, avec de nouveaux produits ou marchés. Il y a 4 motivations majeures à ça. Le placement, pour investir ses excédents financiers intelligemment. Le redéploiement, quand on veut carrément changer de métier. Le confortement, pour consolider ce qu'on fait déjà avec des activités complémentaires. Et la survie, qui devient une nécessité absolue quand le métier de base est condamné. C'est génial pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même si, en contrepartie, ça rend la gestion beaucoup plus complexe au quotidien. Dernière étape de notre parcours. Section 5. Intégration et internationalisation. Quand on veut dépasser ses propres frontières, on a plusieurs options d'internationalisation. Ça commence souvent par l'exportation, la création de réseaux de distribution. Mais l'implantation devient vraiment sérieuse avec les filiales ou les fameux IDE, les investissements directs à l'étranger. Et une technique hyper maligne, c'est la joint venture, la co-entreprise. S'allier avec un partenaire local, c'est vraiment le meilleur moyen d'accéder à ses compétences, de contourner les barrières du marché tout en partageant les risques financiers. On a vu énormément de choses, alors il suffit de jeter un œil à cet arbre visuel. C'est la carte mentale ultime pour bien ancrer tout ce qu'on vient d'apprendre. On y retrouve toutes les options de croissance, grandir en volume via l'interne ou l'externe, rester spécialisé ou se diversifier, s'intégrer verticalement, s'internationaliser. Avoir cette arborescence bien en tête, c'est vraiment le secret pour structurer et maîtriser n'importe quelle analyse stratégique le jour J. Pour terminer cette explication, voici une réflexion super intéressante. Dans notre environnement hyper mondialisé, la taille critique est-elle vraiment l'unique garantie de survie? Bien sûr, fusionner et s'étendre rapidement semble souvent la norme absolue, mais face au danger de l'endettement, de la lourdeur ou de la perte d'identité, est-ce que l'agilité ne deviendrait pas une force tout aussi vitale? C'est le dilemme permanent de tout architecte de la croissance. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec attention. Maîtriser ces stratégies, c'est se donner les clés pour comprendre l'économie réelle qui nous entoure. À très vite pour une prochaine analyse.